Plein d'îles et de récifs, des militaires partout, du pétrole, des requins et une langue de bœuf, des sous-marins et de la sauce soja. Bienvenue aux îles Spratly, en Chine. Taïwan. Aux Philippines. Mais non, à Au Brunei. Vietnam. Malaisie. Quoi? Bon, ici, c'est vraiment la géozarbie. Jeu de go sur l'eau. 10 avril 1983, au large de la Malaisie, un voilier, le Siddhartha, vogue vers l'île d'Amboina Cay. À bord du bateau, 6 personnes, dont 4 radioamateurs allemands. Ces derniers ont prévu d'installer là-bas une station radio temporaire. Mais alors qu'il approche de son but, le voilier est pris sous des tirs de mitrailleuses. Un plaisancier est fauché et disparaît dans l'eau. Une bouteille de gaz explose, et alors que le bateau coule, les rescapés montent dans le canot de sauvetage. À la dérive, sans eau ni nourriture, et sous un soleil de plomb, ils vivent l'enfer. Au bout de 10 jours, l'un d'eux meurt de déshydratation. Le lendemain, un navire japonais passe par là et récupère les 4 survivants. C'est un soulagement. Mais que s'est-il passé? En fait, l'îlot d'Amboina Cay fait partie de l'archipel des Spratly, une quinzaine d'îles et des dizaines de récifs et bancs de sable de mer de Chine méridionale qui sont au centre d'un inextricable conflit impliquant les 6 pays alentours et qui dure encore aujourd'hui. La plus grande de ces îles fait 46 hectares, la plus petite a la taille d'un terrain de football. Surface totale des Spratly, moins de 2 km². Point culminant, 4 mètres. Bref, pas grand-chose, si ce n'est peut-être de magnifiques lagons. Dans l'un d'entre eux, on peut même admirer des requins marteaux. Mais sur chaque île des Spratly, il y a aussi des soldats à la gâchette facile, et ce depuis plus de 50 ans. La situation est si tendue que l'archipel est considéré par l'ONU comme un des points les plus chauds du globe. Visiblement mal renseignés, nos radioamateurs se sont donc retrouvés en plein champ de bataille. Mais alors, comment des îles insignifiantes, avec rien d'autre à offrir qu'une chaleur à crever, un horizon monotone et des requins marteaux, sont-elles devenues aussi disputées? Pour le comprendre, un petit cours d'histoire s'impose. Avant l'époque moderne, l'archipel est surtout vu comme une zone de récifs propice au naufrage, et seuls les pêcheurs de la région osent s'y aventurer. Au XIXe siècle, les Européens commencent enfin à l'explorer. Et en 1843, le capitaine britannique Richard Spratley donne son nom à une des îles, qui deviendra plus tard celui de l'archipel. En 1877, les Britanniques revendiquent ces îles. Mais c'est en fait la France qui a colonisé l'Indochine voisine qui les annexe officiellement en 1933. Pas pour très longtemps, en 1939, ils sont chassés par les Japonais. Ces derniers, vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale, renoncent à leurs prétentions en 1952. Et en 1954, la France est cette fois chassée d'Indochine. Les Spratly se retrouvent alors abandonnés. Tout bascule lorsqu'on prend conscience que le sous-sol marin de l'archipel recèle peut-être de colossales réserves d'hydrocarbures. La zone est aussi réputée riche en poissons. À partir des années 60, Philippins, Taïwanais, Malaisiens et Sud-Vietnamiens occupent les îles qu'ils peuvent. Et déjà, il y a quelques coups tordus. Un jour de 1975, les soldats philippins de l'îlot de Southwest Cay quittent momentanément leur position pour aller sur l'île voisine de Northeast Cay fêter l'anniversaire de leur commandant. Les Sud-Vietnamiens, alliés des Philippins à l'époque, auraient même, paraît-il, envoyé quelques prostituées en cadeau. Mais c'était pour mieux endormir la vigilance des fêtards et envahir discrètement Southwest Cay. Ne jamais faire confiance à un allié. Mais les Sud-Vietnamiens seront punis à leur tour. La même année, ils sont chassés de toutes leurs positions par les Nord-Vietnamiens, vainqueurs de la guerre. Mais le conflit prend une autre dimension en 1988 avec l'irruption de la Chine. Le 14 mars, à Johnson South Reef, la marine chinoise mitraille sans pitié des soldats vietnamiens à moitié immergés et coule 2 de leurs navires. 64 Vietnamiens meurent. Le tout est même filmé. À la suite de cette campagne sanglante, la Chine prend le contrôle de 6 récifs. Elle en piquera même un 7e aux Philippins en 1994. Et très vite, les Chinois y installent de petites forteresses. Aux Spratly, on croise donc beaucoup de requins. Et à la place des marteaux, ils ont des armes. Mais au fait, comment chaque pays justifie-t-il ses revendications? Il y a d'abord le droit maritime qui dit qu'un pays peut se réserver 200 000 nautiques à partir de ses côtes pour son économie. 3 pays s'y réfèrent, les Philippines, la Malaisie et le sultanat de Brunei.
seule manière de faire plier le droit, l'histoire. Les Vietnamiens, qui revendiquent à peu près tout l'archipel, parlent d'une possession datant du royaume d'Annam au XIXe siècle. Chinois et Taïwanais, qui estiment que tous les Spratlais leur appartiennent, invoquent ensemble l'époque où l'Empire du Milieu dominait la région. À l'appui de ces affirmations, une carte d'origine inconnue, censée représenter la frontière maritime de la Chine, est dite en langue de bœuf. Oui, un très très grand bœuf. Mais en 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, saisie par les Philippins contre les Chinois à propos d'un récif voisin, a estimé que cette carte n'était pas valable, ce qui a rendu furieux les Chinois et les Taïwanais, mais aussi les Vietnamiens, qui ont senti au passage que leurs arguments ne valaient peut-être pas mieux. Vu l'ambiance au Spratlais, tout le monde s'est renforcé. À ce jeu-là, les Chinois sont les maîtres. Dès 2013, ils ont carrément transformé leurs 7 récifs impraticables en véritables îles artificielles et bases ultramodernes. 3 d'entre elles avec pistes d'atterrissage géantes pouvant accueillir des avions de chasse. Face à ce qui est surnommé la Grande Muraille de Sable, les Malaisiens, Vietnamiens, Philippins et Taïwanais n'ont chacun qu'un seul aérodrome. Et tout un tas de stations ou fortins beaucoup moins impressionnants. Celle-ci d'ailleurs, c'est Amboina Cay, celle de nos radioamateurs allemands, tenus par les Vietnamiens. On fait aussi parfois avec les moyens du bord. Ici par exemple, les Philippins ont volontairement échoué un ancien navire militaire en 1999. À l'intérieur de cette épave aujourd'hui rouillée, une petite douzaine de soldats montent la garde face à des gardes-côtes chinois qui font régulièrement le blocus. Car au Spratlais désormais, c'est un peu la Chine contre tous les autres. Et la tactique chinoise dans la région est celle de la patience. Assurer une présence constante et massive de militaires et de pêcheurs, et prendre ce qui peut l'être au bon moment. Et le sultanat de Brunei, au fait? Loin du cœur du conflit, les Bruneiens ne sont entrés en jeu qu'en 1992, et ils n'ont qu'une balise sur un récif. Devant les moyens chinois, on tente alors d'autres tactiques. Les Vietnamiens organisent des visites touristiques, des voyages de presse, des commémorations ou des cérémonies religieuses sur leur position. Sur Titu Island, les Philippins financent un village de colons. En 2016, une centaine de volontaires vivaient ici gratuitement et recevaient chaque mois des sardines, du cornet de bif, de l'huile, de la sauce soja et 17 kilos de riz. Et chez les Malaisiens à Swallow Reef, on accueille des plongeurs du monde entier, car c'est ici, effectivement, qu'on peut voir de vrais requins-marteaux. Et tout ça dans un même but, démontrer que les îles sont bien à ceux qui les occupent. La guerre au Spratlais est aussi celle de la communication. Mais si la température monte autant dans les Spratlais, c'est aussi parce que depuis 2011, sous l'impulsion de Barack Obama, les Américains s'en mêlent. Officiellement, il s'agit de défendre la liberté de circulation. Plus du tiers du commerce maritime mondial passe en effet à proximité de l'archipel. Mais il s'agit aussi de garder un œil sur les sous-marins nucléaires chinois, basés au sud du pays, et qui passent ici pour rejoindre le Pacifique. Dans les Spratlais, la marine et l'aviation américaine patrouillent donc régulièrement. Et dans cette lutte, les Américains ont même fait alliance avec l'ancien ennemi vietnamien, et renoué avec les Philippins. En fait, les États-Unis tentent de contrer une Chine qui est aujourd'hui la 2e économie mondiale et la 2e marine militaire de la planète. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine conteste en effet ouvertement le leadership américain. Et les Spratlais sont pour elle un élément de défense de sa stratégie des nouvelles routes de la soie, qui lui permet de mieux contrôler ses routes commerciales. On comprend donc pourquoi certains craignent le déclenchement d'une guerre ouverte aux Spratlais. D'ailleurs, les accrochages y sont réguliers. La plupart du temps, il s'agit d'incidents sans gravité, mais il y a parfois des morts. Des soldats bien sûr, mais aussi des pêcheurs ou des radioamateurs. Heureusement, ces derniers ne sont pas toujours accueillis à coups de mitrailleuses. Depuis 1995, au moins 3 expéditions ont réussi à installer une station radio sur le récif voisin de Scarborough, que Chinois et Philippins se disputent. De là, ils ont pu établir des milliers de communications avec des radioamateurs du monde entier. Les ondes ne connaissent pas de frontières. D'ailleurs, au fond, pourquoi faudrait-il que les Spratlais appartiennent à la Chine, au Vietnam ou aux autres? Dans l'histoire, il y a eu en effet 5 projets d'État indépendants aux Spratlais. Pour être franc, ça a rarement été sérieux, mais l'un d'eux mérite tout de même notre attention. Il s'agit de la République de Moroc-Songkhati-Meads, qui, selon la légende, aurait été créée en 1877 par un capitaine inconnu, James George Meads. L'idéal de cette micronation était le suivant, permettre une existence paisible, loin des hostilités du monde. Eh ben, on n'y est pas encore.